Une simple vantardise lors d'une conférence de presse à Hong Kong déclenche le duel le plus clandestin que le monde souterrain des paris de la ville ait jamais vu. À l'aube, seuls des bleus et des rumeurs subsistent pour prouver que Steven Seagal a défié Bruce Lee pour un combat et l'a regretté instantanément. Des ombres nettes s'étendaient sur le panneau de l'exposition d'arts martiaux alors que Steven Seagal ajustait sa chemise en soie noire, savourant l'attention internationale pour son exploit sans précédent. C'était en mars 1972, et le jeune homme de 22 ans venait de faire les gros titres en tant que premier étranger à gérer un dojo d'aïkido au Japon. Un exploit qui avait suscité la curiosité et le scepticisme des communautés d'arts martiaux à travers l'Asie. Monsieur Seagal interpella un journaliste du South China Morning Post. Il y a eu beaucoup de discussions concernant votre position unique dans la hiérarchie des arts martiaux japonais. Que répondez-vous aux critiques qui affirment que les maîtres traditionnels comme Bruce Lee représentent toujours le summum de l'efficacité au combat? Seagal se pencha en avant, sa queue de cheval captant les lumières de la scène tandis qu'un sourire confiant se dessinait sur son visage. Le modérateur se tortilla, mal à l'aise, sentant la tension monter dans l'auditorium bondé, rempli d'enthousiastes des arts martiaux et de figures de l'industrie cinématographique hongkongaise. Bruce Lee est un performeur et un philosophe phénoménal, commença Seagal, sa voix portant ce ton traînant distinctif, déjà empreint d'une assurance au-delà de son âge. Mais soyons honnêtes, ce qu'il pratique est théâtral. Magnifique à regarder, mais en ce qui concerne le vrai combat, les situations de vie ou de mort. Il fit une pause, laissant le silence peser lourdement avant de prononcer la phrase qui résonnerait dans les cercles underground de Hong Kong pendant des mois. L'auditorium explosa. Les flashs des caméras crépitèrent. Les cascadeurs vétérans échangèrent des regards complices. Ce n'était pas seulement de l'arrogance juvénile. C'était un sacrilège contre l'icône des arts martiaux de Hong Kong. Ce soir-là, de retour à l'hôtel Peninsula, la confiance de Seagal restait intacte alors qu'il desserrait sa cravate. L'interview s'était propagée comme une traînée de poudre dans les cercles d'arts martiaux locaux, jusqu'à ce qu'une enveloppe cramoisie glisse sous sa porte à 23h47. Il examina l'enveloppe cramoisie sous la lueur ambrée de la lampe de bureau. Elle semblait coûteuse, épaisse, texturée, avec un filigrane subtil visible lorsqu'on la tenait à la lumière. À l'intérieur, rédigée en élégante calligraphie chinoise avec une traduction en anglais en dessous, se trouvait une invitation qui fit accélérer son pouls. La Jade Dragon Society, dont on murmurait dans les cercles d'arts martiaux qu'elle finançait les exhibitions de combat les plus exclusives de Hong Kong, avait entendu son défi public. Il lui offrait exactement ce qu'il demandait, une chance de prouver sa maîtrise de l'aïkido dans une démonstration comparative de compétences martiales. Le ton de l'invitation était formel, respectueux, mais portait une pointe d'acier indéniable. Ses paroles au sujet de Bruce Lee avaient atteint des cercles où de telles affaires se réglaient non par des mots, mais par des actes. S'il avait le courage suggéré par sa déclaration publique, il devait se présenter à la jetée de Star Ferry à minuit, n'apportant que ce dont il avait besoin pour le combat. Plus intriguant encore, la lettre garantissait un passage sûr à tous les participants, victoire ou défaite, suggérant que Bruce Lee lui-même pourrait être impliqué dans ce qu'il attendait de l'autre côté du port. Sous la signature, un sceau rouge officiel, du type utilisé par les maisons de jeux chinoises traditionnelles pour authentifier les paris à enjeux élevés. Ce n'était pas seulement un défi. C'était une invitation formelle à se prouver devant l'élite underground de Hong Kong. La bravade antérieure de Seagal se cristallisa en une véritable excitation. Ses années de maîtrise de l'aïkido au Japon l'avaient préparé pour ce moment. La pièce de cuivre jointe à l'invitation serait son billet pour l'histoire des arts martiaux. Alors que l'heure de minuit approchait, la scène des arts martiaux de Hong Kong se préparait pour un choc de philosophie et de style, mêlant les traditions du vieux monde asiatique à l'assurance audacieuse de l'Occident. Deux figures, chacune incarnant son propre courant d'évolution des arts martiaux, étaient destinées à se croiser. Cette période était un moment charnière dans le paysage des arts martiaux de Hong Kong, lorsque deux chemins très différents se sont heurtés dans les rues illuminées au néon du territoire. Bruce Lee, alors âgé de 31 ans et au sommet de sa puissance physique, jonglait avec un emploi du temps épuisant qui aurait brisé des hommes moins robustes. Le jour, il passait des heures exténuantes au studio Golden Harvest à Kowloon, perfectionnant la chorégraphie des combats pour ce qui deviendrait son chef-d'œuvre, l'entrée du dragon. La production du film avait attiré l'attention internationale, avec Warner Brothers cofinançant le projet, en faisant la première collaboration majeure entre Hollywood et Hong Kong. Les soirées de Lee étaient réservées à son régime d'entraînement obsessionnel sur le toit au-dessus de Nathan Road,
où il avait construit un gymnase privé équipé de mannequins en bois, de planches de makiwara et de miroirs réfléchissant ses mouvements fulgurants sous les lumières du port. Les cascadeurs locaux se rassemblaient sur les toits adjacents juste pour apercevoir l'homme qui avait révolutionné le cinéma d'arts martiaux. Pendant ce temps, la présence de Steven Seagal à Hong Kong représentait quelque chose d'inédit dans les cercles d'arts martiaux asiatiques. Le jeune Américain avait passé les 4 années précédentes au Japon, devenant la première personne non japonaise à gérer un dojo d'aïkido à Osaka, un exploit qui avait requis de naviguer des protocoles culturels complexes et de gagner le respect des traditionalistes qui voyaient les étrangers avec une profonde suspicion. Sa maîtrise du japonais et sa compréhension de l'étiquette des arts martiaux avaient ouvert des portes restées fermées aux autres occidentaux. La réputation de Seagal l'avait précédé à Hong Kong à travers des conversations chuchotées dans les dojos à travers l'Asie. Des histoires circulaient sur le Gaijin qui pouvaient projeter des ceintures noires aguerries comme des écharpes de soie et qui entraînaient les membres de la police d'Osaka à des techniques avancées d'aïkido. Son parcours non conventionnel, d'étudiant américain à sensei japonais, avait créé une mystique que les passionnés d'arts martiaux trouvaient à la fois fascinante et controversée. Ce que ni l'un ni l'autre ne comprenaient pleinement, c'était à quel point leur monde se croisait à travers le monde souterrain des paris de Hong Kong. Sous la surface scintillante du territoire, un réseau complexe de salons de paris clandestins opérait dans les couloirs labyrinthiques de la ville fortifiée de Kowloon. Ces établissements, hors de portée de la loi coloniale britannique, accueillaient tout, des tournois de mahjong à enjeux élevés aux combats brutaux non sanctionnés qui attiraient de riches spectateurs de toute l'Asie du Sud-Est. Les répercussions explosives du panel de presse avaient envoyé des ondes à travers cet écosystème caché, atteignant les oreilles de personnes qui voyaient une opportunité dans chaque conflit et un profit dans chaque coup porté. Sortir du hall de marbre de l'hôtel Peninsula semblait étouffant alors que Seagal s'aventurait dans la nuit humide de Hong Kong. Le message mystérieux de l'enveloppe cramoisie brûlait dans la poche de sa veste. En se dirigeant vers le lieu, il prit un ferry à travers le port de Victoria jusqu'à Kowloon. Parmi la poignée de passagers, il remarqua 3 hommes en costume de lin impeccable qui semblaient l'observer avec un intérêt calculé. Lorsque le ferry accosta à Tsim Sha Tsui, l'homme le plus grand glissa une pièce de cuivre octogonale dans la paume de Seagal, sa surface gravée de caractères chinois illisibles. « Suivez », dit-il en anglais saccadé, disparaissant dans les rues éclatantes de néon de Kowloon. Ils passèrent devant des vendeurs de marché nocturnes proposant des bracelets de jade et des brochettes grésillantes, les façades coloniales s'effaçant au profit de taudis précaires. Enfin, ils atteignirent la ville fortifiée de Kowloon, s'arrêtant devant un entrepôt taché de rouille sous l'ombre des avions en descente. L'escorte en costume de lin frappa 3 fois, fit une pause, puis 2 fois encore. Une fente s'ouvrit, des yeux scrutèrent, et la lourde porte s'ouvrit vers l'intérieur. À l'intérieur, la confiance de Seagal vacilla pour la première fois ce soir-là. L'entrepôt avait été transformé en quelque chose entre un ring de boxe et un colisée romain. Un plancher de basket en bois formait un carré parfait au centre, entouré de gradins remplis de spectateurs, d'hommes d'affaires en costume froissé et de femmes au visage dur comptant l'argent avec une efficacité rodée. Une silhouette émergea des ombres près du ring improvisé. Un homme chinois âgé, vêtu d'un costume noir impeccable, ses cheveux argentés lissés en arrière et ses yeux perçants comme de l'obsidienne. « Monsieur Seagal », dit-il en anglais parfait, tendant une main ridée. « Bienvenue là où les légendes naissent et s'effondrent. » Le commissaire des paris désigna un grand tableau noir monté sur le mur de l'entrepôt, où des caractères chinois et des chiffres étaient constamment mis à jour par des hommes aux mains rapides et aux yeux calculateurs. « Les règles de ce soir sont simples », expliqua-t-il, sa voix perçant le murmure de la foule. « Le premier coup net qui incapacite l'adversaire gagne. Pas d'armes, pas d'arbitre. La maison prend 18% de tous les paris. Votre adversaire, poursuivit le commissaire, a requis l'anonymat jusqu'au début du match. Cependant, je peux vous dire que les premières cotes le favorisent à 3 contre 2. Le public des paris, semble-t-il, a entendu parler de votre réputation. » De l'autre côté de l'entrepôt, une porte latérale s'ouvrit. Une silhouette apparut, faisant taire toute la foule. Bruce Lee, vêtu de simples pantalons en coton jaune et d'un maillot de corps blanc, ses mouvements fluides et économes alors qu'il approchait du ring. Même en vêtements décontractés, sa présence commandait une attention absolue. Seagal sentit sa bouche s'assécher. Cela se produisait vraiment. « Messieurs », annonça le commissaire, sa voix résonnant désormais dans tous les coins de l'entrepôt. « Veuillez vous préparer. La maison prend maintenant les derniers paris. » Les cotes au tableau changèrent à nouveau. Cette fois, elles n'étaient pas en faveur de Seagal.
L'entrepôt devint étrangement silencieux alors que les deux combattants montaient sur le plancher de basket en bois. Bruce Lee se déplaçait comme du mercure liquide, bondissant légèrement sur la pointe des pieds dans une posture de côté, tandis que Sigul avançait avec la précision méthodique inculquée par 4 années d'entraînement japonais. Alors que Sigul tentait une prise de poignet apparemment facile, le bras de Lee n'était tout simplement pas là, s'évanouissant comme de la fumée avant que les doigts de l'Américain ne puissent se refermer. La foule murmura son appréciation. Les doigts de Lee effleurèrent alors le coude tendu de Sigul. Pas un coup, mais une mesure, une sonde pour comprendre le timing, la vitesse de réaction, les points d'équilibre. Pour un œil non averti, cela ressemblait à une opportunité manquée. Pour les vétérans du pari dans les gradins, c'était un maître artisan examinant ses matériaux. Sigul ressentit le premier frisson d'inquiétude. Son adversaire n'engageait pas le combat, ne tombait pas dans la confrontation directe basée sur la force que l'aïkido dominait. Au lieu de cela, Lee continuait cette danse exaspérante, bondissante, l'étudiant avec la patience d'un grand maître d'échecs. Ce ne serait pas la démonstration rapide de technique supérieure que Sigul avait envisagée. La frustration s'insinua dans les mouvements de Sigul alors que Lee poursuivait sa danse exaspérante, toujours juste hors de portée. La patience du maître d'aïkido, normalement son arme la plus puissante, commença à se fissurer sous la pression de centaines de regards et le grattement constant de la craie sur les tableaux de paris. Assez de jeu, grogna Sigul, abandonnant son approche mesurée. Il se précipita en avant avec une puissance explosive, visant le poignet avant de Lee pour exécuter Iriminage, la projection dévastatrice qui enverrait son adversaire s'écraser contre le mur de l'entrepôt. Ses doigts étaient à quelques centimètres du contact lorsque le corps entier de Lee sembla se comprimer comme un ressort enroulé. Ce qui se passa ensuite serait débattu dans des conversations chuchotées pendant des décennies. Le poing droit de Lee parcourut exactement 1 pouce depuis sa position de repos près de ses côtes jusqu'au plexus solaire de Sigul. L'impact fut une explosion ciblée d'énergie cinétique qui semblait contourner muscles et os, frappant directement le noyau de l'Américain. L'air quitta les poumons de Sigul dans un sifflement aigu. Son élan en avant s'arrêta comme s'il avait heurté un mur invisible. Pendant un instant, il resta suspendu dans l'espace, son visage un masque de choc et de compréhension naissante. L'inspiration collective de la foule créa un vide qui semblait aspirer le son lui-même de l'entrepôt. Sigul recula en titubant, son haut blanc de GI désormais collé à sa poitrine par la sueur. La projection qu'il avait prévue était devenue une lutte désespérée pour rester debout. Sigul, encore haletant des suites du coup d'1 pouce, abandonna toute prétention à la discipline de l'aïkido. Sa réputation, bâtie au fil de 4 années exténuantes dans les dojos japonais, ne tenait plus qu'à un fil devant le public de parieurs le plus impitoyable de Hong Kong. « Tu as eu de la chance », siffla-t-il, levant les mains pour une dernière attaque. Il lança un coup de revers sauvage vers la tempe de Lee, mettant tout son poids restant derrière le coup. C'était grossier, télégraphié, et né de la pure frustration, exactement ce que Lee attendait. Lee esquiva avec une grâce liquide, son mouvement si économique qu'il semblait presque paresseux. Dans le même mouvement, sa main gauche captura le poignet tendu de Sigul avec une précision chirurgicale tandis que son pied droit jaillit en un coup d'arrêt au genou avant de Sigul. La technique était un manuel de Jeet Kune Do. Intercepter, contrôler, détruire. 8 secondes. C'est tout ce qu'il fallut pour que Steven Sigul s'effondre sur le plancher de basket en bois. Son haut blanc de GI se défit enfin. Sa queue de cheval soigneusement entretenue s'étala sur le sol de l'entrepôt comme de l'encre renversée. Il resta là, fixant le labyrinthe de poutres ondulées, sa poitrine se soulevant sous le choc de la réalisation que tout ce qu'il pensait savoir sur le combat venait d'être systématiquement démantelé par un homme de 20 livres plus léger que lui. Les lumières de l'entrepôt clignotèrent 2 fois, le signal universel que le match était terminé. Dans les gradins, des dizaines de parieurs déchirèrent leurs tickets avec dégoût, les fragments de papier tombant comme de la neige sur le sol de l'entrepôt. L'entrepôt resta figé dans un silence stupéfait alors que Bruce Lee ajustait ses pantalons jaunes et se dirigeait vers la sortie latérale sans un mot. Son expression ne révélait rien. Pas de triomphe, pas de satisfaction, juste la concentration calme d'un artisan ayant achevé son travail. Pendant ce temps, Sigul refusa le brancard apporté par le personnel de l'entrepôt, sa fierté encore suffisamment intacte pour refuser l'assistance médicale. Il se releva péniblement, rattachant son haut de GI avec des mains tremblantes, évitant les regards des spectateurs qui avaient assisté à son démantèlement systématique. L'air nocturne le frappa comme une gifle lorsqu'il trébucha dans l'allée trempée par la pluie derrière l'entrepôt.
Sa confiance soigneusement entretenue s'était évaporée, remplacée par la froide réalisation que 4 années d'entraînement japonais ne signifiaient rien face à une véritable maîtrise. À cet instant, l'expression sur le visage de Sigul ne trahissait qu'une seule chose, un regret instantané. Un taxi attendait à l'entrée de l'allée, son chauffeur ayant appris à ne pas poser de questions sur les passagers émergents de certaines adresses de Kowloon. Sigul boita vers le taxi jaune, sa légende s'éteignant à chaque pas douloureux. Des années plus tard, sur les plateaux de tournage d'Hollywood, un rituel curieux se déroulait. Chaque fois que Steven Seagal devenait trop vantard au sujet de ses prouesses en arts martiaux, les cascadeurs vétérans, ceux qui avaient des connexions avec l'industrie cinématographique de Hong Kong, échangeaient des regards complices et chuchotaient 2 mots, coup de Kowloon. L'effet était instantané. Seagal quittait le plateau en trombe, son visage s'assombrissant d'une rage à peine contenue, laissant le casting et l'équipe se demander quelle corde sensible avait été touchée. Bien que le repère de Paris ait été démoli lorsque la ville fortifiée de Kowloon fut rasée en 1993, l'histoire persista dans des conversations chuchotées à travers les communautés d'arts martiaux du monde entier. Quelles autres histoires enfouies pensez-vous qu'il pourrait y avoir dans les recoins cachés de l'histoire des arts martiaux? Faites-nous part de vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si vous êtes avide d'autres histoires inédites du monde des arts martiaux et du cinéma, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et à bientôt pour la prochaine.